Le poids du divertissement. Le poids de l'héroïque fantasy. Ouh. Et ouais, les gars. Bonjour à vous. Ici Mom. Et on se retrouve aujourd'hui pour un PGCD un peu spécial. Vous ne savez peut-être pas, mais dans ma vie, il y a 3 choses que j'aime beaucoup. Les jeux vidéo, la musique et la littérature. En littérature, j'aime beaucoup ce qui est poésie, mais en fait, comme pour la musique, mes goûts en termes de lecture ont été façonnés par les jeux auxquels j'ai joué quand j'étais enfant. Et comme j'ai beaucoup joué au RPG, et que j'ai découvert l'existence de l'Heroic Fantasy, ça a été pour moi une révélation. Et donc, vraiment, l'Heroic Fantasy, c'est vraiment le genre qui me plaît beaucoup. À une époque, j'ai quand même écouté énormément de power metal, mais on sait aussi que l'Heroic Fantasy, comme le power metal, ça peut être un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer sur un auteur que je trouve formidable, injustement reconnu. Ça veut dire que, quand je dis injustement reconnu, c'est qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. En Heroic Fantasy, tu vas souvent entendre parler de Tolkien, de George R.R. Martin. Leur œuvre est quand même fascinante, vaste, il y a énormément de choses dedans, mais moi, Gemmell, c'est mon petit chouchou. C'est vraiment celui, tu le vois quoi, c'est un auteur que j'aime énormément. Rapidement, pour brosser le portrait un peu de mon parcours en lecture, j'ai jamais été un gros lecteur, c'est-à-dire quand j'étais enfant, je voyais pas pourquoi j'allais m'embêter à lire des bouquins, alors que je pouvais, tout simplement pour avoir un récit, pour avoir des aventures, j'avais juste à prendre la manette et à jouer. En fait, j'étais bloqué par l'aspect, je mettais du temps à lire, j'avais du mal à comment dire, j'avais du mal à rentrer dedans. En fait, ce qu'il y a, c'est que on m'a forcé à lire parce que ah non, tu peux pas jouer aux jeux vidéo, vaut mieux que tu lises. Lire, c'est plus standing, c'est plus prestige. Et notamment quand j'étais enfant, il y a une saga qui a marqué tout le monde, Harry Potter. Et je crois que il y a pas un bouquin populaire que je déteste plus qu'Harry Potter. Parce que déjà, Harry Potter, alors depuis que je suis tout petit, va savoir pourquoi, l'ambiance british, elle m'énerve. Je ne peux pas supporter le truc british un peu oh là là, c'est un peu incongru, british. Et Harry Potter, c'est plein de ça, c'est que ça en fait, le côté un peu Pout-souffle, le Gryffondor, le truc des sorciers. Je sais pas, moi ça me branchait pas, et on m'a forcé à lire à l'école Harry Potter à l'école des sorciers. Oh, ça a été une horreur. Ah, une horreur. Je me disais mais c'est quoi ça? Je voyais valser. J'ai souvenir comme ça aussi au collège quand on devait lire des bouquins. Je les lisais pas, je préférais jouer à Final Fantasy IV. Et donc là, la personne qui vous dit ça a fait des études de lettres, lettres modernes, en licence. Parce qu'en fait, il y a eu un bouquin qui m'a ouvert les yeux. Nopazaran le jeu. Donc Nopazaran le jeu, qu'est-ce que c'est? C'est de Christian Lehmann. Nopazaran le jeu, c'est en fait un roman dans lequel les personnages vont en voyage avec leur classe en Angleterre. Et en se paumant, ils trouvent un endroit magique. Un vendeur de jeux vidéo qui vend des jeux qui ne sont pas encore sortis. Et parmi ces jeux-là, il vend un jeu qui n'existe pas, qui est inventé pour le besoin du récit. Il s'appelle Nopazaran. Et en fait, c'est un jeu où tu rentres littéralement dedans, et ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est intéressant parce que un des personnages, qui s'appelle Andreas, est un peu fêlé. Il est même complètement néo-nazi, enfin bon, voilà. Et donc c'est un bouquin qui m'a happé. Je l'ai relu il y a quelques temps, j'ai trouvé ça pas si bon, mais pour un ouvrage jeunesse, quand t'as 14 ans, c'est vraiment un bon bouquin, Nopazaran le jeu. Et l'autre livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Seiji. Là, c'est vraiment de la littérature, littérature de lycée, tu vois. C'était un peu plus standing. Et ça m'a marqué parce qu'en fait, c'est là que j'ai compris pourquoi j'aimais lire. C'est l'entrée en fait dans un univers par des mots. Et ça, c'est vraiment puissant. Et en même temps, à côté, j'ai découvert la poésie. Le premier bouquin Heroic Fantasy que j'ai lu, c'est Eragon. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'aimais bien Eragon, le premier tome. Il te faisait rentrer dedans, t'avais un côté un peu voyage initiatique que j'aimais beaucoup, j'ai lu, j'avais 15 ans. L'aîné, j'ai trouvé ça super chiant. Du coup là, Eragon il se fait une grosse estafillade dans le dos, et puis
Ça va en fait, t'es un elfe, donc c'est cool. Ah, spoiler alerte, oui, Eragon devient elfe. Tout le monde s'en fiche d'Eragon. Et le truc, il devait être une trilogie, finalement c'est une quadralogie. Donc c'est à dire que le mec, il veut se faire plus de thunes. Je crois que le Brisingr, je l'ai pas fini, Brisingr. Ou Brisinger, je sais pas comment tu le dis. Le 3ème tome à jeter. À jeter comment c'est pas bon. Et tout ça, c'est important que je le dise parce que, en fait, pendant que je lisais Eragon, j'avais soif d'Heroic Fantasy. J'ai lu Eragon, j'avais 15 ans, j'ai lu l'Aîné, j'avais 16 ans. Et entre mes 16 et 17 ans, je suis tombé donc sur David Gemmell. David Gemmell. Et ça, ce que tu vois là, c'est le seul cycle d'Heroic Fantasy que j'ai lu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment le cycle des Draenei de Gemmell. Et je vais expliquer tout ça après. C'est le seul livre, le seul ouvrage en plusieurs tomes que j'ai suivi. Donc toi, tout ce qui est Harry Potter, j'ai pas suivi. Tout ce qui est George R. R. Martin, ça me plaît pas. Et donc, quand j'avais entre 16 et 17 ans, hop, je suis tombé sur Légende, l'ultime combat, avec une cover tout à fait dégueulasse. Et donc là, ce premier contact te permet de mettre ici. Qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est ça, Gemmell? Alors Légende, en fait, c'est son premier roman. Il est sorti en 84. Et Gemmell, en gros, c'était un auteur, puisqu'il est décédé, malheureusement. C'était un auteur qui, avant d'être écrivain, il a été journaliste et il a été videur dans une boîte de nuit à Soho. Et c'est un mec, en gros, qui fait, il devait faire 2 mètres, 120 kilos. C'est pas rigolo, le mec. Et donc, justement, c'est quelqu'un qui a une gouaille, une sorte de côté bonhomme. Et ça, il le transmet dans ses ouvrages. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans les présentations. Et donc, Gemmell, en fait, c'est un mec qui, comme il était grand et imposant, ça aura une importance notamment pour un personnage qui est présent dans Légende, qui s'appelle Druss. Légende, alors. Légende, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une invasion qui se prépare. Il y a les Nadirs qui viennent des steppes au nord, qui ont pour but d'envahir l'armée Draenei, enfin l'empereur Draenei, l'empire pardon. Et du coup, bah là en fait c'est vraiment ça, l'idée c'est que la guerre se prépare, elle est inévitable. Il y a des millions de Nadirs qui vont arriver et qui vont tout démolir. Donc on commence par un personnage qui est étrangement attiré par la forteresse qui sert de poste frontière, forteresse de Dross-Del-Noche. Il est attiré par ça, et par ce personnage, en gros, on va découvrir tout l'univers, en fait, toute l'ambiance de cette guerre qui approche, de ces gens qui sont terrorisés. Et du coup, en suivant ce personnage, on va se diriger vers Dross-Del-Noche, et on va avoir du coup la vie aussi dans la forteresse, dans la muraille, qui ne tient pas. Et voilà, c'est un ouvrage, la première fois que j'ai lu, comme j'avais 17 ans, je crois que j'étais pas prêt, et j'ai pas tant aimé que ça. Je l'ai relu là cette année et c'est vraiment un bon bouquin. Gemmell en fait il a un sens de l'écriture, un sens du rythme qui est propre à lui. Mais on va voir aussi que ce sens du rythme qui est propre à lui, ça peut être un défaut. On va y revenir. Alors, je mets un peu d'ordre. Ici. Donc là ce que je détiens de Gemmell, c'est ce qu'on appelle le cycle Draenei. Donc le cycle Draenei, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'ouvrages qui se basent dans le même univers, dans le même territoire. Il faut savoir que Gemmell, à l'instar de Tolkien, s'inspire beaucoup de l'Europe, de la situation de l'Europe, pour créer son univers. Alors là, dans les bouquins que j'ai, par contre, il y en a 2 que je vais mettre de côté. J'en parlerai après parce que eux n'appartiennent pas au cycle Draenei, mais j'en parlerai parce qu'ils sont très très bons. Maintenant, je prends ici. Qu'est-ce que le cycle Draenei? Le cycle Draenei, il n'est pas complet ici, mais voilà, c'est tout ça. Le cycle Draenei. On commence avec... Là, je vais vous faire du coup dans l'ordre des ouvrages, pas dans l'ordre de parution, parce que Légende, c'est le premier. Légende de l'ultime combat que je viens de vous montrer. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce Légende-là, il y a plein d'anecdotes qui sont dites entre les personnages, qui en fait ont servi pour faire d'autres bouquins. Donc le premier, Waylander,
c'est un peu Draenei Origins. Donc t'as Waylander, ça c'est le premier, ça c'est le 2 et le 3. Là un peu c'est l'origine un peu de beaucoup d'éléments qui seront utilisés après, par exemple le Conseil des 30, qui sont en fait une église, ça fait ça, un cercle clérical qui est un peu guerrier aussi. En gros c'est des prêtres qui à un moment se disent ouais, mais on est prêtres mais on n'aide pas un peu à changer le monde. On prie la source c'est un peu la divinité, mais on fait rien concrètement. Il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Alors du coup ils vont créer un ordre guerrier, des paladins quoi. Ensuite on a Druss, la légende. J'en parlais de Druss. Ce livre là je vais pas trop en parler parce que vous comprendrez pourquoi. Là du coup on va se concentrer sur le personnage de Druss. Druss qui est un peu en fait le personnage qui va sauver tout dans Légende. En fait ça qui est marrant c'est que dans Légende, alors que les Draenei sont sûrs de perdre, ils disent non mais c'est bon, on aura Druss la légende. T'as vu un peu ce que c'est le mec? Il peut soulever des montagnes, même les trucs. Le mec il a créé des empires, il en a fait tomber. C'est bon, il va arriver, tout va bien se passer. Ouais, c'est que quand Druss il arrive dans Légende, c'est un vieillard. Il a 60 ans, il est plein d'arthrose et tout. Donc ça qui est génial en fait, c'est que dans Légende, Druss, qu'on voit sur plusieurs bouquins, là il est amoindri. Ce qui fait que si tu commences par ce bouquin, tu te dis ah ouais, Druss quand même c'est un vieillard, mais il est puissant hein. Et tu vas aller voir les autres bouquins, tu vas dire ah ouais, il était encore plus puissant avant. Et après tu relis ça, tu dis ouais quand même hein, il est balèze Druss. Donc après Druss la légende, on va avoir ici la légende de Marche-Mort. Marche-Mort en fait c'est Druss, donc c'est un bouquin qui est concentré sur Druss. On va avoir aussi Loup Blanc. Loup Blanc j'en parlerai encore tout à l'heure. Donc légende, avec la fin du coup de l'hégémonie Draenei, l'arrivée des Nadirs et la chute de Druss. Le roi sur le seuil, qui vient du coup après légende. Là du coup l'empire Draenei il est au fond du fond. Et les héritiers vont avoir un rôle déterminant dans la suite de l'empire. Hop. Après on va avoir la quête des héros perdus, qui même s'il s'inscrit dans le cycle des Draenei, il a quand même un côté un peu one shot, mais on en parlera aussi de ça. Les guerriers de l'hiver, pareil, un aspect one shot même s'il s'inscrit dans le cycle. Et enfin, les épées de la nuit et du jour. Là voilà, c'est le cycle Draenei comme on peut avoir. Et pourquoi c'est intéressant? Pourquoi tu nous en parlais, Mob? Alors je me suis mis comme défi un peu de parler de ce cycle de bouquins. Et c'est pas facile parce que c'est énorme, forcément. Donc qu'est-ce que j'aime bien moi dans ce cycle là? C'est qu'en fait, c'est peut-être pas original, parce que Tolkien ou Martin ont pu le faire aussi. C'est que, comme je disais, on suit sur une longue temporalité des empires qui se font, qui se défont. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans chacun de ces livres, c'est que y a vraiment des va-et-vient qui se font, des anecdotes qui sont dites dans un ouvrage qui vont être reprises ailleurs. Il va y avoir aussi ce sort de vertige que tu peux ressentir lorsque notamment tu lis les gens d'Ultime Combat. T'es là, t'es dans la temporalité présente, dans la narration, dans la diégèse de ce bouquin là. Tu prends un livre qui se passe 100 ans voire 1000 ans après. Et ben, Dross del Noche, c'est plus que des ruines. Et les gens parlent de ça de manière très fantasmée. Alors que toi, tu l'as vécu en fait. Et là, c'est ça qu'en fait qui est fort dans ce cycle de Draenei. C'est le vertige du temps. C'est vraiment ce côté écho. Tu te sens rien en fait. Et en même temps, t'as une vision globale. T'es un peu démiurge en fait quand tu lis. Bon, t'es un démiurge passif parce que t'as aucune action. T'es juste lecteur. Mais il y a vraiment ce vertige que tu peux avoir en te disant mais ça je l'ai vécu, je l'ai lu, j'étais dedans. Et quand tu vois des gens qui disent ouais Druss je m'en souviens, je m'en souviens par rapport aux histoires qu'on me raconte. Druss c'est un mec qui est capable de déplacer les montagnes et tout, alors que pas du tout, c'est juste un mec super fort. Et c'est justement parmi les thématiques qui sont utilisées par Gimle, la thématique de la légende, la thématique du mythe, comment un mythe se construit. C'est très important dans Gimle. Et ça te donne vraiment quelque chose de très saisissant de te dire t'as le temps qui passe, et qu'est-ce qui reste de tout ça?
Toi, t'as des gens là, t'as des personnages ultra attachants dans ces bouquins. Tu es là, tu te dis purée, mais ils sont en train de vivre des aventures, ils sont en train de vivre des conflits. Ah, parce qu'au niveau des personnages, oh là là, ils sont hauts en couleur, c'est assez intéressant de voir justement ces conflits, comment ça va s'arranger, voir comment ils vont mourir. Et quand tu vois quelqu'un mourir, ou quand tu vois quelqu'un qui arrive à ses fins, tu prends le livre suivant et tu vois que ces gens-là sont oubliés. Ou voir que leur héritage a été bafoué. Ou tu vois que le souvenir de ces personnes-là ne correspond pas du tout à ce qu'ils étaient. Voilà. S'il y a un mot qu'il faut retenir, une thématique qu'il faut retenir, c'est mythes et légendes. Et du coup, le vertige de face au temps. Et du coup, là, je peux revenir sur les bouquins. Là, je les ai montrés un peu grossièrement. Mais quand on commence par légende, il parle du coup de Druss. Druss, on en parle comme quoi, oui, il a été déterminant pour la place de Skelln. À un moment, quand à l'envahisseur Nadir qui arrive, on va voir que Druss, il arrive chez les Nadir en mode normal. Comment c'est possible? Je veux dire, les Nadir, ils sont prêts à tuer tout le monde. Mais Druss, il peut aller chez les Nadir sans problème. Et bah oui, parce que avant, il y a eu la légende de Marche-Mort, qui bon, il a été écrit plus tard. Mais ce bouquin-là, et ben en gros, il va expliquer comment Druss a été déterminant pour aider un empire. Mais du coup aussi, bah, il voulait aider du coup les Shatsé pour récupérer un artefact. Mais en faisant ça, il a aidé Ulrich, le seigneur Nadir. Parce que avant les Nadir, dans ce bouquin-là, c'est une tribu nomade complètement désorganisée. Et en fait, Druss, pour le bien de sa quête, il va aider Ulrich. Et en gros, Druss, c'est à cause de lui si après Ulrich arrive à faire les Nadir qui vont tout démolir dans Légende. Et Druss, c'est un personnage incroyable. On y reviendra après. Quand je parlais justement du vertige et du temps qui passe, Gemmel va s'amuser beaucoup en fait à montrer que peu importe les actions que tu fais, peu importe aussi les personnes qu'il peut y avoir, on va retrouver des situations stéréotypées. Et ça pourrait être un défaut de Gemmel, mais finalement c'est aussi un peu une qualité. Quand tu écris comme ça sur le temps qui passe, sur un temps très long, ici on est sur une temporalité de plus de 1200 ans, un truc comme ça. On va retrouver des situations très similaires. On va retrouver par exemple, voilà, un méchant empereur qui veut tout prendre. On va trouver aussi des généraux qui vont se retourner contre leur seigneur. Mais en fait, ces défauts-là, c'est pas des vrais défauts, puisque si on regarde dans notre propre histoire, c'est toujours pareil. En fait, la guerre, c'est toujours la même. C'est on veut des ressources, on veut des territoires, ou alors on nous a chouré des territoires, on veut les récupérer, et c'est que ça en fait l'histoire. L'histoire c'est qu'un enchevêtrement, c'est qu'une succession de tu prends mes territoires et je te les récupère. C'est que ça en fait. Et donc, ce qu'on va voir dans Gemmel, comme ça c'est au-delà des stéréotypes qu'on pourrait avoir dans certains caractères de personnage, on va avoir une fâcheuse manie chez lui. C'est la résurrection et tiens, lui c'est l'héritier de telle personne. Alors, c'est pas un vrai défaut parce que regarde, dans The Legend of Zelda, c'est admis. Et du coup, bah moi je m'y retrouve là-dedans parce que moi j'ai grandi avec Zelda. Donc, moi ça qui me fait rire en fait avec Gemmel, c'est qu'il a des personnages et il veut pas en démordre. En gros, un des défauts qui revient souvent chez Gemmel et qui est dit par les personnes, hein, par les lecteurs, c'est Gemmel il a une histoire et il va la réécrire sans arrêt. Mais c'est parce que c'est ça l'histoire. L'histoire avec un grand H, c'est des mêmes situations qui sont réécrites sans arrêt. C'est les mêmes bases, c'est les mêmes bails. Et au fur et à mesure, bah, ça va se modifier après dans la manière dont ça va se dégoupiller, mais globalement c'est toujours pareil. Et notamment, bah, Druss, il y a des personnages qu'il aime bien. Genre, le gros bonhomme bourru qui aime la castagne, Druss quoi. Même si Druss c'est le plus fin de tous, et ben, ce stéréotype de Druss, il va revenir. Par exemple, si je te prends un bouquin comme Les Guerriers de l'Hiver, donc Les Guerriers de l'Hiver,
Ah, attention, je vais te lire l'arrière, tu vas voir. La prophétie est sans équivoque. À la mort des 3 rois, le monde sera plongé dans le chaos et tous les démons réapparaîtront pour que règnent les ténèbres. 2 des rois sont déjà morts et le 3e est sur le point de naître. Malgré sa grossesse avancée, sa mère, la reine de Ventria, a pu s'enfuir. Mais nul ne peut plus s'opposer aux armées démoniaques qui la pourchassent. À moins que 3 guerriers hors pair, des héros Draenei, ne viennent changer la donne. Et maintenant parmi ces 3 héros Draenei, il y en a un, c'est Druss. C'est un Druss hyper bourru, encore plus sale, encore plus bof que Druss, parce que Druss il a un code de l'honneur et tout. Mais justement, tu sais là-dedans qu'il y a un Druss encore plus sale, il va avoir un rôle déterminant. Je vais pas spoiler, mais à un moment il fait quelque chose, un acte qui est plus héroïque que ce que pourraient faire les plus grands héros de Ventria. Et du coup la reine de Ventria elle est là. Ah non mais va-t'en toi, t'es sale, t'es un Draenei, je t'aime pas. Donc en ce moment t'es sale mais en plus t'es un étranger. Et malgré ça, ce personnage va faire le personnage de Druss sale. Mais c'est pas Druss hein. Il va faire un acte d'un grand héroïsme parce qu'il n'attend rien en retour. Et moi, je vous assure que Gamel il a un sens du tire-larme mais... ce bouquin là il se lit tellement bien. Et puis une des grandes forces de Gamel c'est que même si t'as pas lu le cycle de Draenei, tu peux lire tous les bouquins. Tu les prends tels quels comme ça, t'en fiches, tu vas comprendre. Donc je disais, Gamel il aime bien faire ressusciter ses personnages. Alors, tac. J'essaie de pas dire de bêtises. Tac. Je crois que c'est dans ce bouquin là. Dans la quête des héros perdus. Tac. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, dans la quête des héros perdus, on a des personnages qui sont en fait des héros qui sont en fait en retraite. On est proche des guerriers de l'hiver là, hein, des héros qui sont vieux. Et un affreux géant vêtu d'un géant en peau d'ours. Vous voulez voir ce que ça fait d'être en haut de la montagne? Et là c'est Druss encore une fois, c'est un personnage qui ressemble à Druss. Mais là ce qui est intéressant en fait, c'est que là en fait tu auras 2 personnages de Druss. Le Druss bourru et sale qui vient de commencer, comme on a dans le guerrier de l'hiver. Et tu as aussi un personnage qui, comme un héros de légende, il va partir à la recherche de son aimé. En fait il y a un personnage, c'est Druss, parce que dans Gamel, il y a la magie qui rentre en compte. Et la magie c'est en mode, bah on peut ressusciter des gens, pas de problème. Il y a la source, voilà, il y a les âmes qui sont quelque part, on peut les récupérer, les mettre dans un corps, dans une sorte de réceptacle, et ça va créer ça va ressusciter des personnages. C'est là que c'est fou en fait, Gamel, il aime tellement ses personnages que même il s'embarrasse pas. Et je vais pas réécrire une 10e fois Druss, je vais ramener Druss, typiquement. Sauf que là où c'est malin, c'est que même si Druss il est ressuscité là-dedans, ils sont 2 Druss. Le Druss sale, crade, comme dans les guerriers de l'hiver, et le Druss innocent et jeune, qui là en fait ne va pas accepter son héritage. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est... Quand je dis que Gamel il a des thématiques qui sont super bien abordées, là c'est par exemple l'héritage et le poids de l'héritage. Là c'est comme si tu avais dans la Zelda, Link qui se dit, enfin, j'ai pas envie d'être Link, laisse-moi tranquille, je veux avoir mon corps. Et donc à des moments, l'esprit de Druss va venir dans le corps de ce jeune homme, dans la quête des héros perdus, et en fait, on sera là en mode, mais non, on veut Druss, et Druss il dit, non, je vais quand même laisser ce jeune homme vivre sa vie, c'est beau, putain. Druss, personnage incroyable, mais j'y reviendrai. Donc voilà, on a dit, ici, la thématique, donc du coup, le temps qui passe, le vertige qu'il peut y avoir face à l'héritage, comment les mythes et les légendes se construisent, les liens qu'il peut y avoir entre chaque, les petits défauts qu'il peut y avoir chez Gamel. Mais bon, si je vous parle de ça, c'est que bon, c'est aussi parce que j'ai envie de faire un petit top, hein. Top 4 des bouquins de Gamel. Et ben on va commencer justement avec 2 qui sont du coup en one shot, qui ne sont pas liés au cycle de Draenei, mais qui ont des similarités. On va commencer avec l'étoile du matin, qui est juste ici. L'étoile du matin.
on est ici dans un livre qui est surprenant déjà parce que Gaiman n'a pas l'habitude de faire ça. C'est un livre à la première personne. Et je suis très critique moi vis-à-vis des livres à la première personne. Parce que en anglais ça passe, en français ça fait tout de suite prétentieux. Mais là, en fait, Gaiman arrive à ce que la première personne se détache un peu. En gros, bon c'est classique du père Castor. C'est-à-dire je te raconte mon histoire. Donc je parle, hein, je te raconte ce que j'ai fait. Mais finalement, très vite Gaiman va s'en détacher et en fait on va voir par les yeux du personnage, mais on n'aura pas des jeux systématiques. En plus, on voit, c'est je me suis levé en silence et j'ai traversé. Merci. Oui. Je sais pas si dans la version originale, il parle au prétérite, mais en français, le jeu plus passé simple, ça ne marche pas. Et là, c'est jeu passé composé. Super. Alors, pourquoi j'aime ce bouquin? L'Étoile du matin, en fait, c'est l'histoire en gros d'un barde qui suit la légende de Derek Mace. Qui s'appelle l'Étoile du matin, donc le Morning Star. C'est en gros le Morning Star, c'est une arme. C'est pas en fait le fléau d'armes où t'as la chaîne et la boule au bout. C'est vraiment en fait une masse d'armes avec une grosse boule piquante. Et en fait, Derek Mace, c'est un mec abominable. C'est une relecture en gros du Waylander. En fait, Waylander, c'est un personnage à qui tu pourrais vraiment tu pourrais tout lui donner. Genre, c'est un mec adorable, sauf que c'est lui l'assassin du roi. Donc en fait c'est le plus grand criminel recherché au monde, c'est le mec le plus sympa possible. Et Derek Mace c'est un peu près la même chose, c'est un grand séducteur, un mec qui est beau gosse, il est riche, beau gosse et j'en passe. Sauf que c'est un voleur et un menteur, un homme qui aurait égorgé sa propre mère pour le prix d'un bon repas. Voilà comme il est présenté dans le bouquin. Et effectivement, c'est un type, tu veux pas lui faire confiance, mais tu es prêt à lui donner toute ta confiance. Et ce livre là est dans mon top 4 parce qu'il y a une efficacité dans le style en fait. Si tu veux commencer Gaiman, commence par l'Étoile du matin parce que il est court, il est riche. Il y a en plus un côté avec l'Europe du genre, bah là, le personnage de Druss. Il n'y a pas Druss dedans, mais il y a le cliché de Druss qui est dedans. C'est un géant bourru, bonhomme, super sympa. Il parle de sa forêt lointaine et de ses montagnes. C'est un Italien. En fait, clairement, il parle de l'Italie. Et en gros, les conflits qui sont, c'est les conflits au sein du Royaume-Uni à l'époque où c'était pas, où le Royaume-Uni n'était pas uni justement. C'est des gens qui vont aller vers l'Écosse, des choses comme ça. Enfin, il y a un lien avec l'histoire que nous connaissons, l'histoire avec un grand H. Et ça, j'aime bien. J'ai mis en top 4 parce qu'il y a quand même un petit défaut. À un moment, ça part dans des délires. Ça part dans des délires avec des vampires, dimensions parallèles, tout ce que tu veux. C'est bien amené, mais il faut être préparé. C'est vrai que c'est assez particulier. Moi, franchement, c'est un livre que j'ai adoré, avec un rythme. Et à un moment, il y a aussi un côté un peu Robin des Bois avec Derek Mace, une sorte de fête qui se fait. Et j'ai senti un peu comme dans le Robin des Bois de Disney. Moi, la scène du tournoi de tir à l'arc, ça m'a fasciné quand j'étais petit. J'ai retrouvé cette ambiance dans ce bouquin-là. Donc, l'Étoile du matin, parfait pour commencer un Gaiman. Numéro 3. Numéro 3, on va avoir L'écho du grand champ. Alors, L'écho du grand champ. J'ai mis en numéro 3 celui-là parce que en fait, l'Étoile du matin, j'ai mis en 4 parce que le côté un peu vampire, dimension parallèle, ça peut être un peu too much. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. L'écho du grand champ, lui, il se hisse un peu au-dessus parce qu'au niveau de la narration, il est plus maîtrisé, mais faut pas se fier au début. Alors, j'en discute avec un ami qui est dans l'écriture lui aussi, parce que moi aussi, donc je fais de l'écriture, tout ça. Et il a adoré L'écho du grand champ, mais on est tombé de même avis, c'est que le début, faut s'accrocher, hein. Et en fait, l'exposition, elle est un peu compliquée, il y a énormément d'éléments à mettre en place, donc c'est un one-shot. Et c'est un one-shot avec une ambition, c'est-à-dire, L'Étoile du matin, c'est simple, c'est un mec qui te raconte son histoire, donc il va raconter au fur et à mesure, et tu vas découvrir au fur et à mesure qu'il raconte. Là, on veut t'expliquer que un royaume est en perdition. En gros, il y a eu une catastrophe à un niveau apocalyptique. En gros, c'est comme si le monde s'était tourné sur lui-même. Voilà, c'est en gros t'as un ordre établi, t'as le sablier, on renverse le sablier. Du coup, l'ordre établi est renversé. Je vais te le lire là, ce qui est marqué là. Depuis le raz-de-marée gigantesque qui a décimé ces territoires, l'empire Avatar se meurt et ses seigneurs, autrefois immortels, avec lui. Devant ce déclin,
Les peuples qu'ils avaient jadis asservis se soulèvent les uns après les autres, jusqu'au jour où 2 lunes apparaissent dans le ciel et que les armées sanguinaires de la Reine de Cristal déferlent sur eux. Maîtres et esclaves doivent alors faire table rase du passé et s'unir face à l'ennemi commun. Donc, t'as eu un cataclysme, l'élite noble est affaiblie, et du coup, la bourgeoisie commerciale, la bourgeoisie commerçante commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que tu sens le sous-texte? L'histoire avec un grand H. Et oui, l'écho du grand chant, il y a un vertige qui se fait par rapport au lien qu'il y a avec notre propre histoire. Et c'est pour ça que je le mets en numéro 3 et que c'est un de mes préférés de Gamel. Au niveau de la narration, au niveau de l'histoire racontée, c'est waouh. Si tu passes les 50 premières pages, le reste, ça va tout seul. C'est incroyable. En gros, on a du coup en première partie la thématique comme ça de la noblesse avatar, qui sont en gros des mecs qui sont hyper précieux, genre oh oui on se teint les cheveux en bleu, nous on est les nobles, on se mélange pas avec le bas peuple, on tire notre puissance d'une énergie ancestrale, et justement à cause du switch qui a été fait avec ce cataclysme, leur hégémonie est plus sous compromise, puisqu'en fait ils n'ont plus aucune puissance. Toute l'énergie qu'ils puisaient des pyramides solaires, ils ont plus ça. Et du coup ça commence au début, ils sont en train de chercher une pyramide ensevelie sous la neige. J'avais froid en lisant ça. Enfin c'est incroyable comme c'est super bien amené. Même si au début c'est un peu compliqué, une fois que t'as passé les 50 premières pages, tu vois les enjeux, ça y est c'est parti. Et donc, il y a une grande histoire. Il y a 2 événements majeurs, je suis sûr que Gamel a été inspiré par ça quand il a écrit l'écho du grand chant. 1. On a une noblesse qui dépend d'énergie prise par des pyramides. D'accord? Ils sont sur un territoire. En fait, la 2ème lune qui apparaît, c'est parce que dans une dimension parallèle arrivent leurs jumeaux d'une autre dimension. En gros, les avatars qui viennent d'ailleurs. Donc, les avatars du monde de l'écho du grand chant ont les cheveux en bleu. Et les avatars du monde parallèle, eux, ont les cheveux rouges. Je vais y aller lentement. Les avatars les nobles de l'écho du grand chant. Ah mince, là c'est Mendacity encore. Donc, les avatars de l'écho du grand chant ont les cheveux bleus. Ils ont des pyramides pour choper l'énergie du soleil. Ils se battent avec des arcs. Des arcs qui ont plus d'énergie. Arrivent sur des chars en or. Avec carrément le territoire qui passe par le portail dimensionnel. Les avatars de la dimension parallèle. Ils arrivent avec des fusils. C'est les conquistadors. Ni plus ni moins. Et je trouve ça énorme. Énorme, parce que là, Gamel, il retrace l'histoire de l'invasion de l'Amérique par les Européens, mais sous le regard des natifs américains. Et j'ai trouvé ça génial. Le coup du purée, regarde-moi ça, ces vaisseaux en or qui arrivent, ils sont plus forts que nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se soumet? Est-ce qu'on se bat? Qu'est-ce qu'on fait? Et ils arrivent, du coup, ils parlent des gourdins de feu. Mais parce qu'ils connaissent pas les armes à feu, les avatars. C'est tellement ça. C'est tellement, en fait, les natifs américains, avec leurs pyramides et leurs arcs, qui font face à ces nouvelles personnes qui sont aussi nobles qu'eux. Sauf qu'eux, ils ont encore plus de richesse, ils ont encore plus de puissance, ils ont ces fusils, des armes qui crachent le feu. Je trouve ça génial. Parce que moi, enfin, l'invasion des Incas par les Européens, tout ça, je trouve ça tellement dégueulasse. Et je trouve que c'est tellement... Ça va tellement en fait avec le style de Gamel, comme quoi les empires se font, ils se défont. Et justement, en plus, pourquoi les avatars de la dimension parallèle, ceux avec les cheveux rouges, viennent dans ce monde-là? C'est que chez eux, c'est la merde. La peste! Mais oui, c'est les Européens qui viennent envahir les natifs américains. C'est génial. Et justement,
pour donner encore plus de force à son récit, les avatars avec les cheveux bleus ont connu un shift et la noblesse va se faire écraser par la bourgeoisie commerçante. C'est 1789. Donc Gemmel, il te prend les deux événements majeurs de l'histoire européenne. Un, la conquête du continent américain. Deux, 1789. Parce que la noblesse ici va laisser place à la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie qui va devenir la nouvelle puissance. Et justement, la noblesse, elle est là. C'est écœurant, là, ces bourgeois. Ils ont pas notre noblesse, ils ont pas notre prestige, ils ont pas nos manières. Mais c'était exactement ça en 1789. La noblesse et aussi la famille royale, elle voulait pas se mélanger au peuple. Et quand tu vois au 19e, tout ce discours qu'il pouvait y avoir sur la bourgeoisie écœurante, c'est parvenu là. Mais on est en plein dedans là. Ce bouquin là, non seulement c'est un gros bouquin d'heroic fantasy, mais c'est en plus matière historique. Génial, génial. Et tu dis ça, tu fais... Oh. J'étais vraiment embarqué. Et en plus, il y a des scènes. La façon dont l'envahisseur arrive, c'est... Tu ressens le truc. T'as vraiment une plongée dans l'horreur. L'horreur et le fait que tu sois tétanisé. Je sais pas quoi faire. On va passer de gros au numéro 2. Druss, la légende. Alors, Druss, la légende. J'ai dit que j'en parlerai, et du coup j'en vais en parler maintenant. C'est du coup le livre qui a pour objectif de... et pendant que je dis ça, je suis en train de voir que j'ai bientôt plus ma playlist, donc je vais préparer la suite. Druss, la légende, du coup, c'est l'origine story de Druss. D'où il vient, qu'est-ce qu'il est, etc. Comme je disais, dans Légende d'Ultime Combat, on nous dit que Druss vient de la montagne, que il avait perdu sa bien-aimée, que il a aidé plusieurs empires, qu'il a été déterminant pour la passe de Skelln. La passe de Skelln, en fait, c'est un combat qui est assez savoureux. Et justement, ça nous raconte tout. Druss, la légende, c'est une fresque épique. C'est vraiment... le Tale of Revenge d'Ensiferum. Je pourrais pas dire mieux. C'est tellement... T'es embarqué dedans. Ce bouquin-là, c'est un sans faute. Du début à la fin, t'es dedans. C'est grandiloquent, c'est épique, c'est vraiment une écriture peut-être moderne d'un héros grec. Vraiment, c'est le mec, il est dans son... Druss, il est dans son village natal, tranquille et tout. Arrivent des voleurs qui déciment tout le monde. Ils embarquent sa bien-aimée. Allez, je vais la sauver. Et Druss, en fait, c'est un personnage qui est très... attention, je vais dire le mot, il est binaire. Mais pas binaire dans le sens binaire dans la construction par rapport à ses schémas sociaux. Non, mais c'est bien dans le sens, soit c'est blanc, soit c'est noir. Dire, soit t'es méchant, soit t'es gentil. Les teintes de gris, il les connaît pas. Et c'est ça, en fait, qui fait un peu la force de Druss. C'est que même s'il voit pas les nuances, ça donne chez Druss sa grande humanité, en gros. En gros, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Et du coup, il cible bien les gens. Et il sait à quoi s'attendre. Il sait qui va le trahir, qui ne va pas le trahir. Voilà, c'est Druss, quoi. C'est Druss, il a vraiment c'est un personnage que j'adore. Vraiment, super bien écrit. Faut pas se fier aux apparences. Druss, elle a un peu bourru comme ça, mais c'est pas le cas. C'est un mec qui est tellement... En fait, ce bouquin-là, Druss, il est motivant. C'est un mec, c'est vraiment la persévérance. Il va tout faire. Il va se lier avec d'amitié avec un poète. Le poète qui est complètement opposé à Druss. Parce que le poète, justement, Siben, lui, il voit les nuances de gris. Et même ça le plaît de discuter, de parlementer. Et Druss, lui, non, il veut pas. Lui, c'est comme ça et pas autrement. Et purée, mais... C'est beau, c'est grandiose, c'est... T'aimes Conan le Barbare? Ben, il lit ça, ça n'a rien à voir avec Conan le Barbare, mais c'est ce côté grandiloquent, ce côté épique, ce côté envolé, ce côté... On y va, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Il y a vraiment... En plus, c'est des grands épisodes, il y a un moment où Druss est dans une forteresse. Tu sais pas comment ça va se passer. Et moi, je jouais à Dark Souls au moment où je lisais ça, et j'étais embarqué dedans.
J'étais... Vraiment, ça me faisait penser à la forteresse de Seine. Enfin, vraiment, Dross et Légende à lire d'urgence. T'aimes l'Heroic Fantasy, t'aimes les grands récits, mais fonce quoi, fonce. Parce que là, on va passer au numéro 1. Loup Blanc. Loup Blanc, c'est le dernier que j'ai lu. Je l'ai fini là il y a quelques semaines. J'ai pleuré à la fin. Alors, Loup Blanc. Il se situe entre la légende de Marchemort, du coup qui raconte une des histoires de Druss, et Légende. Donc on est dans la jeunesse de Druss. On est encore dans... on va raconter une histoire de Druss. Mais pas que. On va aussi raconter l'histoire de deux personnages dont on n'a pas encore parlé. Skilganon et Diana. Meilleure relation amoureuse dans ce que j'ai lu en Heroic Fantasy. Génial. Pour faire simple, Skilganon en fait c'est un jeune noble qui a un côté un peu violent, très violent. Et en fait du coup il a un maître d'armes qui lui enseigne comment gérer sa colère, comment aussi devenir un jeune homme bien sous tout rapport. Et en fait il y a une situation très tendue dans l'univers du coup de Skilganon. Et en gros, il faut qu'il, par un concours de circonstances, il faut qu'il aide Diana, une princesse, qui va se faire arrêter. Et en fait, Diana, son but à elle, c'est parce que en fait, elle va se faire arrêter parce que elle est la fille du coup d'un empereur. Sauf que les ennemis de l'empereur veulent destituer l'empereur et ils veulent tuer Diana parce que c'est la prétendante au trône. Et donc, Skilganon va devoir sauver Diana. Diana, c'est une femme, enfin une jeune fille du coup à l'époque de ça, d'une beauté incroyable. Donc Skilganon, fou amoureux d'elle. Et en gros, il va se créer une relation entre eux. Surtout qu'à un moment, en fait, Diana, c'est aussi une femme forte qui sait se battre toute seule. Et en fait, Diana, elle a une volonté farouche de ramener son peuple, ramener son empire dans une nouvelle grandeur. Elle veut retrouver la grandeur passée de sa famille. Elle veut renouer avec la grandeur de son nom, de son sang. Donc on a là une femme forte avec avec une volonté de tout ravager quoi, de tout récupérer. Et à côté on a Skilganon qui est fou amoureux d'elle et qui est prêt à tout pour elle. Sauf que Diana, en tant qu'impératrice, elle va devenir aussi un peu sorcière. Elle va se lier en fait avec une femme un peu étrange qui va faire des armes ensorcelées, etc. Et donc Diana en fait elle va vouloir récupérer la grandeur de son nom par le sang versé. Et le problème c'est que Skilganon lui, il va être embarqué, ça va être le général préféré de Diana. Mais ça va mal se passer, il veut plus ça. Et en fait c'est ça qui est fort, c'est que les deux peuvent pas se séparer. Ils sont liés l'un à l'autre, un peu comme dans Tristan et Iseult. Sauf que c'est encore plus déchirant. Parce que Diana, elle veut absolument tout récupérer. Elle veut véritablement récupérer son territoire par tous les moyens. Elle veut pas faire de... Comment dire? Pas transiger. Non, pas possible. Elle est entière. Elle peut pas se dire, bah non, bah là, je vais faire une petite... je vais faire un... Comment on dit déjà? Ah, j'ai oublié le mot. Elle va pas faire une concession. Elle est sans concession, Diana. Le problème, c'est que Skilganon, lui, même s'il est fou amoureux d'elle, il peut pas faire ça. Il peut pas tuer des innocents. Il peut pas tuer des femmes et des enfants. Non. Et donc, ils se séparent. Mais en même temps, Skilganon, il est attiré par elle. Et donc, Loup Blanc. Loup Blanc. C'est justement l'histoire de cet homme qui essaye de s'en sortir par tous les moyens, qui essaye de se défaire de son nom de Skilganon damné.
Il veut trouver la paix, il ne la trouve pas. Parce que le monde est violent. Parce que même les personnes les mieux intentionnées deviennent violentes. Parce que chaque personne est en soi, a le mal en lui. Enfin, chaque personne a le mal en elle. Ou en elle. Bref. Ce livre. J'adore le personnage de Skiganon. Skiganon qui est d'ailleurs repris après dans Les épées de la nuit et du jour. Où là, il ressuscite 1000 ans plus tard. Et il sait plus où il est. Skiganon, il est paumé dans ce bouquin. Et c'est génial, il redécouvre en fait un univers qui se passe 1000 ans après. Génial. Et justement, il se rend compte dans là, Skiganon, ressuscité dans ce bouquin, Skiganon se rend compte que tout ce qu'il a fait, ça servira à rien. Et que tout ce qu'il va faire, ça ne servira à rien. Le vertige du temps, tout ça, j'ai déjà dit. Donc Skiganon, personnage incroyable. Il est accompagné de Druss. Et voilà, on a le trio du coup des meilleurs personnages de Gamel. Druss, Jaina et Skiganon. Ce livre-là, mais... incroyable. Incroyable. Vraiment, à la fin, j'ai pleuré. J'ai pleuré à la fin, j'étais là. Oh, parce que Gamel, c'est un petit bougre. On peut dire ce qu'on veut, voilà. Gamel a peut-être pas la grandeur d'un Tolkien. Il est peut-être pas aussi connu actuellement que George R.R. Martin. Mais c'est un auteur à découvrir. Vraiment. Et j'espère qu'il n'y aura pas de série dessus ou une chose comme ça parce que je vois pas comment on peut l'adapter. Ça se passe sur un... En fait, chaque livre, c'est un coup d'œil dans un moment de l'histoire. Mais cette histoire est tellement longue. Et en plus, j'en parlais comme ça avec des potes. Et on se disait, mais c'est vrai qu'en fait, si on devait faire une adaptation de Gamel, et si on devait faire Druss, faudrait prendre Chabal. Chabal, c'est un Druss, bref. Voilà. Ceci est donc la fin donc, de cette vidéo recommandation sur qui c'est ça Gamel. C'est une vidéo que j'avais envie de faire parce que, ben, voilà, moi j'aime lire. Et je trouve que voilà, Gamel mérite qu'on parle de lui. Son œuvre est vraiment intéressante sous le cycle Drenaï. Voilà. Là, si, en plus, comme c'est la fin de l'année, voilà, l'étoile du matin, l'écho du grand champ, Druss la légende, et Loup Blanc. Tu te fais ça, mais t'es bien, quoi. T'es vraiment bien en lisant tout ça. Vraiment. Lance-toi là-dedans, ça va te plaire, si t'aimes Heroic Fantasy. Pour moi, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, c'était la petite surprise, comme ça, c'était pas prévu, mais bon, pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Gamel, et si ça vous plaît. Dites-moi aussi si ce genre de format, voilà, ça vous plaît. Toujours pareil, hein. Et puis on n'oublie pas, hein, l'abo, le partage, le pouce en l'air, hein, tout ça. Ça me fait toujours plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à être sur la chaîne, c'est cool. 95 abos, c'est super. Vous gérez. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao. Et je vous laisse ce petit solo final. C'est bon ce Black Magic.